2 fois 5, 10. Bonjour, c'est Charles pour la nouvelle émission de Chouette, c'est l'heure des devoirs. Émission qui sera consacrée au thème Apprendre à apprendre. Donc comment mettre nos petits en condition d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Alors vous le savez sans doute, on apprend tout le temps, nos enfants apprennent tout le temps et eux encore plus parce qu'ils sont en train de découvrir le monde et il est intéressant de se demander quelles sont ces conditions pour rendre l'apprentissage optimal. Moi par exemple, je suis en train d'apprendre à faire des émissions avec mon ami Philippe d'Isola Prod qui s'occupe du son et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à aller faire un tour sur leur page Facebook Isola Prod et d'écouter leurs magnifiques émissions qui, je pense qu'en fond sonore, ça doit permettre d'apprendre encore mieux. Alors il y a des conditions pour qu'on apprenne bien, sachant que ces conditions sont toutes étroitement liées. Donc pour certains c'est de mettre de la musique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors une première condition c'est d'être en forme. Il est évident que si on a mal à la tête, mal aux pieds, si on est fatigué, si on a faim, si on a soif, eh bien ça va pas être top pour apprendre de nouvelles choses. Ensuite, deuxième condition, c'est d'être motivé et savoir à quoi ça sert ce qu'on apprend. Ici, par exemple, pour cette émission que je suis en train d'apprendre à faire, ces émissions que je suis en train d'apprendre à faire, il est évident que ma motivation, c'est de réussir à partager avec vous des choses qui peuvent vous être utiles. C'est aussi être disponible. Quand on n'est pas complètement disponible, quand on est préoccupé par quelque chose, il est évident que le cerveau ne se met pas en mode d'acquisition de nouvelles choses parce qu'il n'a pas de place, il est en train de tourner. C'est un petit peu comme notre ordinateur, s'il est en train de ramer sur un programme qu'il n'arrive pas à ouvrir ou pas à fermer, il n'est pas disponible pour faire autre chose. Il y a aussi le fait de se sentir en sécurité. Si on se sent dans un environnement qui n'est pas sécurisant, ça peut être un handicap à l'apprentissage. Et puis si aussi on a peur du jugement de l'autre, ça peut aussi sacrément mettre un frein à ce qu'on est en train d'apprendre. Et il y a aussi le fait de ne pas s'auto-limiter. Vous savez, l'auto-limitation, c'est ces petites phrases du type « je suis nul »,« je ne vais jamais y arriver »,« un autre y arrive mieux que moi ». Alors ces petites phrases, elles sont difficiles à faire disparaître, ces petites voix sont difficiles à faire taire, mais on peut y arriver. On peut y arriver notamment en prenant plaisir à ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a aussi le fait, dans les conditions, donc pour bien apprendre, d'être confronté à un petit challenge. C'est-à-dire d'avoir un petit objectif motivant et en fait quelque chose qui va faire notre fierté d'avoir surmonté un obstacle ou fierté d'avoir appris quelque chose de nouveau. 2 fois 10, 20. Vous voyez que je connais, Alors une fois que toutes ces conditions pour bien apprendre sont remplies, on peut se lancer. Je vais aussi partager avec vous la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, mais avant ça, je vais vous proposer un petit jeu avec votre enfant au moment des devoirs. C'est en fait de demander à votre enfant de vous apprendre quelque chose à vous, donc quelque chose qu'il maîtrise. Ça peut être son dernier jeu, sa console où il sait faire quelque chose, une récitation, une chanson qu'il connaît, une prouesse physique qu'il maîtrise, une galipette qu'il sait faire. Et donc là, vous allez lui demander de vous apprendre à vous ce qu'il sait faire. Ça va le mettre dans une situation qui va le valoriser. Ça va aussi l'obliger à devenir pédagogue, c'est-à-dire à essayer de trouver un mode d'emploi pour vous faire acquérir cette connaissance ou alors cette capacité. Donc vous pouvez en profiter pour pas comprendre tout de suite, pour montrer que que c'est difficile et comment t'as fait toi pour savoir faire ça ou pour apprendre ça. Et donc, petit à petit, vous allez maîtriser ce qu'il essaie de vous apprendre, j'espère pour vous en tout cas, parce que parfois c'est pas simple, ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire du tout. Et ce que je vous propose aussi, par rapport à cet exercice, c'est du coup d'essayer de repérer les types d'intelligence qu'il a utilisés pour vous faire passer ce savoir. Alors, les intelligences multiples. En fait, c'est une théorie d'Howard Gardner, qui est un psychologue et un professeur en cognition, qui a en fait identifié
8 formes d'intelligence chez l'être humain, sachant qu'il prétend que peut-être il y en a d'autres. Et donc il a appelé ça les intelligences multiples. D'après cette théorie, en fait, chacun d'entre nous aurait des intelligences préférées, c'est-à-dire des intelligences qu'on utilise avec plus de plaisir et plus d'efficacité. Alors parmi ces intelligences, il y a l'intelligence logique, mathématique, comme Einstein par exemple. Ça nous permet de résoudre des énigmes, de raisonner, de calculer. Il y a une intelligence visuelle et spatiale, qui pourrait être celle de Léonard de Vinci, qui permet de faire des plans, de faire des collages, de dessiner, donc tout ce qui est visuel. Il y a l'intelligence kinesthésique, peut-être comme Zidane, comme Zinedine Zidane, qui permet de bouger, de toucher, de fabriquer des choses, d'être en contact avec de la matière. Il y a l'intelligence musicale, on va citer Mozart, bien sûr. Ça permet de réciter en rythme, de chanter des choses, de travailler en musique. Il y a l'intelligence naturaliste, de Charles Darwin, qui permet en fait de collectionner, de faire des classifications, de faire des liens avec la nature. L'intelligence suivante, c'est l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire que c'est l'intelligence qui permet de communiquer avec soi-même. Ça correspond au fait d'aimer se réciter à soi-même, de prendre son temps, de travailler seul. On peut citer Virginia Woolf, par exemple, avec cette intelligence intrapersonnelle. L'avant-dernière intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est celle de la relation avec l'autre, qui consiste à être pédagogue, à savoir expliquer, à savoir travailler en équipe, à savoir théâtraliser, donc à communiquer. On peut citer Nelson Mandela, par exemple, pour cette intelligence-là. Et la dernière intelligence que donne Howard Gardner, c'est l'intelligence linguistique, qui pourrait être celle de Victor Hugo. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui permet de jouer avec les mots, d'écrire, de réciter et voilà, donc de s'amuser avec les mots, comme je le disais. Donc il y a 8 types d'intelligence et on aurait tous une, deux, trois intelligences préférées qui nous permet d'apprendre plus facilement. Alors comment repérer ces intelligences? D'abord, naturellement, on va les utiliser et c'est celle qui nous procure le plus grand degré de plaisir. Sachant que la théorie d'Howard Gardner consiste à dire qu'une fois que l'être humain a pris plaisir dans un apprentissage, il aura envie d'y revenir. Donc, essayez de repérer les intelligences qu'utilise votre enfant et ça va vous aider dans la suite pour une proposition finalement de façon d'apprendre qui est respectueux de ce qu'il est. Par exemple, s'il y a un papa qui est logico-mathématique, c'est-à-dire bien rationnel, et qu'il essaye d'expliquer les fractions à son fils qui lui est plutôt kinesthésique, ça risque de ne pas marcher. Ce qui risque de marcher, c'est de prendre un gâteau et de couper des parts et de compter les parts et voilà, grâce à ce toucher de ce gâteau, d'apprendre des choses que l'enfant n'aurait peut-être pas apprises par un autre moyen. 2 fois 5, 6. Non. 2 fois 5, 10. 2 fois 6. Voilà, donc toutes les conditions sont réunies pour bien apprendre. Vous avez tenté de repérer les intelligences multiples qui fonctionnent bien chez votre enfant. Et là, on va pouvoir se mettre en action. Donc je vais vous proposer quelques idées pour se mettre en action. Une première idée qui est une idée de quelqu'un qui s'appelle Tony Buzan et qui propose les mind maps. En fait, c'est tout simplement les cartes mentales ou les schémas heuristiques. Alors ça fonctionne de façon très simple. On va choisir un sujet, par exemple la révolution industrielle, je ne sais pas, la botanique, enfin, ce qu'on est en train d'étudier. On va poser une question dans une forme au milieu de la page. Par exemple, on va dessiner un nuage et on va écrire dedans le thème de la leçon, les mammifères marins par exemple. Et puis autour de ce nuage, on va tirer des flèches et puis donner des réponses qui viennent se rapporter à ce qu'on a écrit dans notre nuage du milieu. Une carte mentale, donc ça va devenir une représentation visuelle en fait de la leçon ou du thème qu'on est en train de réviser. Ça fonctionne très très bien parce que en fait nos deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche, sont sollicités. Il n'y a pas de hiérarchie dans les réponses, on ne fonctionne pas en termes de réponse principale ou réponse moins importante, tout est important autour de ce petit nuage. Et la proposition également au bout de chaque réponse, de faire un petit dessin pour essayer de visualiser
la réponse, pour essayer de schématiser ce qu'on a essayé de dire. Du coup, ça devient un petit peu un paysage d'un thème, ça devient une œuvre d'art colorée, dynamique, dont l'enfant en général est très fier et qui fonctionne bien parce qu'en fait notre cerveau fonctionne comme ça. Donc on peut faire une collection de cartes mentales en histoire, en géo, enfin je pense qu'à peu près tous les thèmes le permettent pour, pour réviser. Voilà, et pour réviser et pour aussi être fier de soi. Alors il existe des logiciels pour faire ça sur son ordinateur qui sont... Alors je trouve que c'est moins goûteux, on va dire, que de le faire à la main et avec des couleurs et des crayons, mais ça fonctionne bien. C'est des logiciels comme FreeMind, MindView, XMind. Voilà, donc une première idée, donc réaliser des cartes mentales. Je vous invite à aller faire un tour sur le net, vous allez en trouver beaucoup d'exemples sur à peu près tous les thèmes et en général ça fait plaisir aux enfants pour apprendre. Donc ça marche bien avec les enfants qui ont une intelligence visuelle et kinesthésique aussi puisqu'on est en train de construire quelque chose. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du loup. Pour terminer cette émission sur apprendre à apprendre, voilà, je vais vous donner quelques petites techniques de prof qui fonctionnent bien. On peut, par exemple, si on a une poésie, une leçon, quelque chose à apprendre, en fait, faire une photocopie, découper le texte et à la façon d'un puzzle, demander à l'enfant de reconstituer le texte. Voilà, ça c'est une excellente façon de mémoriser tout en s'amusant. Voilà, une autre idée, c'est par exemple pour une leçon d'histoire, c'est de trouver une image, une photo relative à la leçon, et plutôt que de réciter une leçon par cœur, parler de la photo et dire ce qu'on sait à partir de la photo. On peut aussi, si je reprends l'idée de la photocopie de la leçon, mettre du blanco, faire des trous dans la leçon et puis faire à côté de ça mettre une banque de mots et reconstituer en fait la leçon. Il y a tout ce qui est coloriage, hein, faire colorier des cartes, faire colorier des leçons aussi pour donner, pour rendre la leçon plus agréable à regarder, peut-être pour classer aussi des choses. On peut aussi s'amuser à fabriquer des mots croisés, des mots cachés. On peut s'amuser à faire correspondre des questions avec des réponses en face, avec des flèches par exemple. N'hésitez pas à utiliser pour les kinesthésiques des pièces de monnaie, des pinces à linge, enfin ce que vous voulez pour matérialiser les additions, les soustractions, enfin tout ce qui est calcul. Et voilà. Et puis peut-être une dernière idée pour aujourd'hui, c'est de créer des devinettes par rapport à la leçon pour rendre les choses plus ludiques. Voilà. Selon aussi l'intelligence de votre enfant, n'hésitez pas à le laisser bouger. Moi, j'ai un fils, par exemple, mon deuxième, qui n'apprenait que s'il était en train ou de se balancer sur sa chaise ou s'il était en train de faire le tour de la pièce. Voilà, il y a des enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre. Et c'est important de les laisser faire. Il y en a d'autres qui ont besoin de dessiner, de griffonner pour apprendre. Oui, bien sûr, n'hésitez pas aussi à le faire. J'ai un collègue d'ailleurs qui est professeur des écoles et qui, face à un enfant qui a beaucoup de difficultés à apprendre, lui a tout simplement demandé pendant la leçon de dessiner ce qu'il entendait. Et ça marche très bien, tout simplement parce que cet enfant-là a une autre façon d'apprendre. Voilà, donc essayez de trouver des petites techniques qui vous font plaisir, qui transforment le fait d'apprendre en jeu, et vous allez voir que tout le monde va y prendre goût, et vous y compris. Bon, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous préviens que la semaine prochaine, on révise. Je vais vous poser des questions sur la leçon d'aujourd'hui, sur l'émission d'aujourd'hui. Bonne semaine, à bientôt. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer